Eh bien, bonjour à tous. Donc, bienvenue pour cette session, cette session d'ouverture sur la business intelligence dans SQL Server 2012. Donc, je me présente, je m'appelle Sébastien Madard. Je fais partie de la société MC Next qui présente ici dans les espaces partenaires. Donc, nous sommes 100% Microsoft, nous avons 100 collaborateurs avec 40% de croissance par an, 4 pôles chez MC Next et une présence dans 3 villes, Paris, Lyon et Genève. Voilà, donc nous sommes dans le Gold décisionnel, donc nous faisons partie du programme Gold Partner ainsi que le programme Métro. Et notre expertise est forte sur la suite décisionnelle, à savoir SSIS, SSAS, SSRS, Power Pivot, MDS et j'en passe. L'objectif de cette session, c'est de balayer toutes les nouveautés BI avec 3 axes d'évolution. La partie IT, les évolutions concernant l'IT comme SSIS, la création de modèles BISM, les nouveaux outils de développement et les nouveaux types de projets SSS en mode tabulaire, toutes les évolutions côté BI Self-Service, côté utilisateur, avec toute la partie intégration dans SharePoint, les data alertes, l'utilisation de modèles BISM, Power Pivot, V2 et Power View. Ainsi que toute la partie qualité de données. Donc là, il n'y aura pas de démonstration, on n'aura pas le temps en 1 heure. Donc MDS V2, Ladin Excel MDS et DQS, toute la partie Data Quality. Donc l'objectif, c'est de faire un festival de démonstration. Donc il n'y aura pas beaucoup de slides, mais plus de démos. On va commencer par toutes les nouveautés IT. Et déjà, on va commencer par les nouveautés majeures dans SSIS, à savoir côté développement, la possibilité de créer des connexions partagées et de pouvoir, pour l'ensemble des packages, hériter de ces modifications dans un projet Visual Studio. Deuxième nouveauté, les variables projet. On s'embêtait avant dans SSIS pour créer des variables globales au niveau du projet. On les créait package par package et puis il fallait un package par an pour pouvoir utiliser des variables de configuration au niveau projet. Là, on peut le faire directement en créant des variables de type projet. Grosse évolution au niveau du Change Data Capture. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont utilisé dans SSIS préalablement. Il n'y avait pas de composants. On était obligé d'utiliser les tables de métadonnées dans SQL Server. Aujourd'hui, il y a des composants de Change Data Capture qui permettent en fait de détecter tous les trackings, toutes les modifications au sein des tables, que ce soit du SQL Server, de l'Oracle, tout type de base de données. Enfin, ce n'est pas la dernière évolution, mais il y en a d'autres. Une des majeures, les connecteurs ODBC qui sont intégrés, puisque ODBC va avoir un rôle majeur maintenant en tant que provider de données. Alors, côté administration, il y a également pas mal de nouveautés, puisqu'il y a des connexions partagées, mais on va les retrouver également côté serveur d'administration. Idem pour les variables, on appelle ça des paramètres maintenant. Donc tout l'aspect configuration d'environnement, vous allez pouvoir monter sur votre catalogue SSIS des environnements de prod, de développement, d'intégration, et facilement pouvoir changer les variables associées à ces environnements, pour pouvoir exécuter dans un contexte d'environnement de prod. Donc là, on va faire une démonstration là-dessus. Tout l'aspect monitoring, reporting et analyse des données SSIS sont maintenant présentes nativement dans Management Studio. Donc ça, vous allez pouvoir, et on va faire une démonstration là-dessus. Les data taps, qui sont en fait des robinets de données. Vous connaissez peut-être pour les développeurs les data viewers. Pour les administrateurs, maintenant, vous allez pouvoir utiliser les data taps pour faire facilement des reprises de données, enregistrer des données dans des fichiers binaires ou CSV ou texte et pouvoir reprendre facilement une exécution à partir des données enregistrées. Donc on va faire une démonstration sur les nouveautés d'administration et de monitoring dans SSIS. Donc je ne vais pas couvrir ici la partie développement. Donc je vais me connecter avec Management Studio dans ce qu'on appelle le catalogue de données SSIS qui maintenant est présent directement à la racine d'SQL Server dans le dossier Intégration Services. Donc, qui remplace maintenant toute la notion de fichier de configuration qui va maintenant disparaître.
Donc dans ce dossier-là, après avoir déployé, et d'ailleurs le déploiement est facilité maintenant dans SSIS, après avoir déployé votre projet, vous allez trouver tous les packages associés à votre projet. Vous allez pouvoir créer pour ce projet-là plusieurs types d'environnements. Donc là, j'ai créé un environnement de développement, un environnement de production. Et pour chaque environnement, on va associer une variable d'environnement qui sera ici le nom de mon serveur de dev. Pour la prod, ce sera un autre nom de serveur. L'avantage de pouvoir créer ces environnements de développement, sur un référentiel unique SSIS, je vais pouvoir exécuter mon même package à l'exécution en spécifiant qu'est-ce que j'utilise comme environnement, alors que ce soit l'environnement de source, l'environnement de destination. Donc je vais pouvoir utiliser les variables globales. Ici, si c'est pour la prod, je sélectionne environnement de production. Alors je vérifie, en fait, ma variable a été mappée sur mon serveur, sur le nom de mon serveur ici. J'ai la variable serveur que je vous ai montré préalablement. Donc là, j'exécute mon package. Et derrière, grosse nouveauté, l'intégration de Reporting Services dans SSIS, c'est-à-dire pour pouvoir possibilité de récupérer les métadonnées d'SSIS liées au log. Donc si je peux ici faire un drill down dans le package et avoir tout le détail, tous les événements SSIS associés au package, ainsi que les erreurs s'il y en a. Des informations sur la durée, la date de début, de fin. Et en overview, toutes les informations liées à la performance d'exécution, dans View Performance ici. Qui me donne pour chaque exécution du package la durée d'exécution ici. Donc c'est le même package qui a été exécuté. Bon là, c'est normal que c'est plus long. Là, c'est à la première exécution, ça a été plus long. Il y a eu une mise en cache de fait et là, c'est assez linéaire. Voilà, alors là-dessus, vous pouvez vous-même créer vos propres rapports avec Reporting Services, donc créer un rapport, un fichier RDL et l'intégrer facilement dans votre interface d'administration. Voilà, donc là, j'en ai pas créé. Vous pouvez créer des graphiques avec des camemberts, vous amuser à faire pas mal de choses, utiliser des indicateurs de Reporting Services, des indicateurs de performance, des Sparkline. Voilà. Deuxième thème autour des évolutions IT, BISM. Alors tout ce que je présente ici, bien sûr, va être revu en détail dans les sessions qui vont avoir lieu entre aujourd'hui et demain. Donc il y aura une session dédiée là-dessus. Donc BISM, c'est quoi? BI Semantic Model. C'est un modèle qui existait dans les versions précédentes, qui s'appelait UDM, qui permettait aux utilisateurs d'intervenir sur une couche métier. Sauf que l'UDM, c'est un modèle multidimensionnel. Donc pour le mettre en œuvre, on mettait en place des cubes OLAP avec Analysis Services. Aujourd'hui, ce modèle a été étendu et toutes les derniers développements de Microsoft Corp ont été incorporés en plus, notamment l'ajout du modèle dit tabulaire. Donc, vous avez peut-être entendu parler du moteur Vertipack, qui permet d'optimiser l'intégration des données du disque en mémoire en chargeant les données en colonnes, alors qu'aujourd'hui, elles sont chargées en ligne. Donc, verti comme vertical. Donc, on charge en vertical les données en mémoire, donc beaucoup plus de performance pour charger ces données en mémoire. Ça ne veut pas dire que le modèle UDM est abandonné, c'est que c'est juste un complément aujourd'hui et que l'UDM fait partie de BISM. Dans les deux cas, qu'on soit en UDM ou en tabulaire, l'objectif pour l'utilisateur, c'est de masquer la complexité du data warehouse sous-jacent, masquer la complexité des sources de données pour proposer une couche métier
accessible, pour que l'utilisateur soit autonome et fasse ce qu'on appelle de la BI self-service. Donc c'est un nouveau thème qu'on abordera juste après. Donc les interactions qu'on peut avoir avec BISM, côté backdoor, on a tout type de sources de données, tout type de base, tout type de fichiers accessibles au travers de notre moteur, donc Vertipack ou OLAP, en couche d'accès aux données. Alors il faut savoir, qu'en OLAP, on avait deux types de modes de stockage, le MOLAP, le ROLAP. L'équivalent côté tabulaire, alors l'équivalent du MOLAP, c'est le Vertipack. Et l'équivalent du ROLAP, on peut dire, c'est ce qu'on appelle le Direct Query, accéder directement à la base relationnelle sans charger les données dans un fichier intermédiaire. Côté langage, donc comme on avait côté multidimensionnel, le langage MDX, on a côté tabulaire le langage DAX, Data Analysis Expression, qui est un langage, on va dire, intermédiaire entre le SQL et le MDX. Et les modèles de données diffèrent par leur moteur, mais pas par le rendu. Ça, c'est ça qui est important, c'est que le rendu va être le même. L'objectif étant de faire des analyses croisées, du reporting sur des données, sur une couche métier de données. Alors, côté client, donc on va retrouver les outils Visual Studio qui vont nous permettre d'implémenter le modèle ou de l'utiliser par exemple dans Reporting Services. Excel qui permet de faire de l'analyse de données. Power Pivot qui permet à la fois, surtout d'implémenter un nouveau modèle tabulaire et de pouvoir le réutiliser facilement dans Excel. Et le petit nouveau qui est Power View, on va en parler plus tard, qui est vraiment l'outil de reporting pensé pour les utilisateurs, qui est intégré, on le verra dans SharePoint. Donc, je vais vous faire une démonstration de création d'un modèle tabulaire et je me mets dans un contexte, un scénario dans lequel un utilisateur dans une entreprise a lui-même maquetté, donc ce super utilisateur, il a maquetté depuis Excel avec Power Pivot son tableau de données, d'accord, pour un besoin qui peut être perso, tactique, ponctuel, et globalement pour faire ce qu'on appelle la BI self-service. C'est l'utilisateur qui fait lui-même son cube et qui fait lui-même son tableau de bord. Là-dessus, il y aura toujours besoin de faire du reverse engineering, c'est-à-dire à partir du moment où c'est l'utilisateur qui a fait lui-même son modèle, qui a fait lui-même son rapport, il y aura toujours de l'industrialisation, de la fiabilisation, de la sécurisation, du partitionnement à mettre en œuvre. Et ça, ce n'est pas l'utilisateur qui va le faire, c'est le développeur. De plus, va falloir bien distribuer notre modèle sur un serveur, donc faire ce qu'on appelle la BI corporate, pour que les autres utilisateurs puissent réutiliser aussi ce qu'a fait le super utilisateur. Donc, je vais créer ici un nouveau projet. Donc, la grosse nouveauté, en plus des projets Analysis Services existants, c'est les projets dits tabulaires. Donc, soit je crée from scratch un nouveau projet tabulaire, soit ici, dans ma démonstration, justement, je vais importer ce qu'a fait un super utilisateur depuis Power Pivot. Donc, il m'a fourni son fichier XLSX, et moi, je vais l'importer pour faire justement du reverse engineering, l'industrialisation là-dessus. Donc, je vais utiliser dans cette démonstration un fichier d'analyse de la criminalité aux États-Unis, qui a été fait dans Power Pivot. Et là-dessus, vous retrouvez, pour ceux qui connaissent Power Pivot, vous retrouvez le système d'onglets, donc de tables, qui sont reliés au travers d'un schéma en étoile, avec ici 2 tables de faits et 4 tables de dimensions. Alors, les grosses nouveautés que vous avez, donc je les montre ici, mais c'est les mêmes dans Power Pivot, la possibilité de les afficher sous forme de schéma,
donc c'est plus lisible que sous forme de table. Donc on a la même chose dans Power Pivot. La possibilité, ce qui manquait aussi à Power Pivot, donc on a ici également, c'est la possibilité de créer des hiérarchies directement. Donc là, je vais en créer une. Hiérarchie géographie, où je vais mettre l'État. Et la ville. Voilà. Je reviens comme ceci. On a également la notion de perspective donc, qui existait dans Analysis Services, qu'on retrouve ici. Une perspective, en fait, c'est un périmètre fonctionnel. Donc ici, c'est une analyse de la criminalité. On a deux tables de faits. Une qui analyse les crimes, donc les axes associés, je les retrouve ici. Voilà, la géographie et la table de faits. Et une autre qui analyse la population. Donc c'est un autre périmètre fonctionnel. Donc là, je n'ai pas besoin des informations de criminalité, uniquement géographie, le temps et la population. Voilà. Donc on ira voir tout à l'heure dans Excel, on va se connecter pour voir côté restitution ce qu'on obtient. Ce qu'on a également, c'est la possibilité directement de créer des mesures, ici, en utilisant des fonctions d'agrégation natives. Par exemple, je vais faire une somme, et j'obtiens ici ma mesure sum of criminality. Je peux la renommer directement en total crime. Je peux aller faire également utiliser donc, le langage qui est intégré au mode tabulaire, c'est le DAX, Data Analysis Expression. Donc directement créer des mesures en DAX. Donc les mesures se créent soit au niveau fin, c'est ce qu'on appelle les colonnes calculées, soit au niveau agrégé, ce qu'on appelle les mesures. Donc ici, je peux faire référence directement à mes autres tables pour récupérer en fait une information sur la mesure population. Et faire des calculs à l'intérieur pour créer un seuil, par exemple. Un taux directement ici. Je recommence. Bon, avec une petite erreur ici. C'est d'abord créer la somme qui est une mesure agrégée et l'utiliser de l'autre côté. Petite erreur, je continuer sur une autre nouveauté qu'on a également dans Power Pivot, c'est la création de KPI directement, qui permet en fait de créer des indicateurs de performance basés sur n'importe quel type de mesure, dans lequel en fait on va définir la KPI.
supprime. Voilà. Une fois qu'on a fini, on déploie son modèle. Et le système, bon, là, il y a une erreur. C'est une erreur liée au mot de passe. Alors, j'en ai un tout fait. Je vais me connecter depuis Excel. Donc, après, on accède au modèle tabulaire de la même manière qu'on accède, pour ceux qui l'ont déjà fait, à un Cube Analysis Services. C'est-à-dire qu'on va retrouver nos axes d'analyse, on va retrouver les perspectives qui vont apparaître, on va retrouver les KPI, s'il y en a, et pouvoir les afficher directement dans Excel. C'était cette démo-là. Je vais passer maintenant sur toutes les nouveautés qu'on va trouver côté BI Self-Service et toute la partie intégration de la BI dans SharePoint. Donc, notamment, on va revoir toute la partie Power Pivot, toute la partie qu'on appelle Data Alert, l'utilisation d'un modèle BISM et on l'utilisera directement dans un outil de reporting, un nouvel outil de reporting qui s'appelle PowerView. Donc le nom de code, vous en avez peut-être entendu parler, qui s'appelait Crescent, donc ça s'appelle maintenant PowerView. Alors, l'évolution de la BI aujourd'hui, faut voir qu'on se retrouve dans deux mondes. Le monde de la BI traditionnelle, géré par l'IT, dans lequel l'IT va se concentrer sur toute la partie backdoor, toute l'infrastructure décisionnelle, à savoir la maîtrise et la connaissance des sources de données, la sécurisation de ces sources, l'intégration de ces sources avec l'ETL, donc SSIS, l'intégration des règles d'entreprise au sein des données, toute la partie élaboration du data warehouse, des cubes Analysis Services, et enfin la mise en place de rapports complexes que l'utilisateur ne serait pas en mesure de mettre en place. Donc, de rapports d'analyse, de rapports tabulaires, de tableaux de bord, éventuellement. Donc pour l'instant, ce monde BI traditionnel, c'est le monde que vous connaissez. Les grosses évolutions aujourd'hui concernent la BI self-service. Et avec l'apport d'SQL Server 2012, c'est là où on va commencer à vraiment faire de la BI self-service, où l'utilisateur va pouvoir en faire. Donc rappelez-vous ce que je disais sur BISM tout à l'heure. L'utilisateur, en utilisant un modèle de données métier que le développeur va lui mettre en place, donc il va lui mettre en place à sa disposition un jeu de données métier, cet utilisateur va pouvoir, d'une manière autonome, en mode self-service, créer ses propres tableaux de bord, créer ses propres reporting, créer ses propres tableaux d'analyse. Pour la partie analyse, il utilisera Power Pivot, à la fois pour créer le modèle tabulaire et pour créer le tableau de bord. Et pour mettre en place des rapports, il utilisera le nouvel outil PowerView. La fédération et la diffusion de ce qu'aura fait l'utilisateur
sera intégré dans SharePoint. En fait, SharePoint sera le portail de diffusion à la fois des tableaux avec Power Pivot grâce à la technologie Excel Services et également dans Power Pivot, pour mettre en place un rapport, l'utilisateur sera obligatoirement obligé d'utiliser SharePoint en mode intégré, c'est Reporting Services, est maintenant intégré complètement dans SharePoint. Alors, on va commencer par Power Pivot. Donc, vous avez pu voir tout à l'heure dans l'outil de développement, donc, dans Visual Studio, qu'on pouvait mettre en place des modèles de données tabulaires, afficher les diagrammes, créer des hiérarchies, créer des perspectives et créer des KPI. Donc, on peut faire la même chose dans Power Pivot. C'est ce que je vais vous montrer maintenant. Donc là, je me connecte pour récupérer une source de données, toujours liée à la criminalité, à la population, dans une base de données. Possibilité de récupérer les tables entièrement, de se connecter directement aux tables, de spécifier une requête. De pouvoir filtrer les données, un peu comme un ETL self-service. Donc ici, on peut aller filtrer certaines données d'extraction et les intégrer. Donc ici, on retrouve un peu ce que je vous ai montré tout à l'heure. Il processe les données, il les rapatrie en mémoire en utilisant le mode Vertipack. Et on pourra les enregistrer sur le disque ensuite dans un fichier Excel. Donc là, on a un data mart in memory avec un système d'onglets où les tables vont stocker les données, enfin prévisualisation sous forme de table et utilisation également du diagramme qu'on avait vu tout à l'heure. Donc, ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est du reverse engineering de ça, en fait. Quand j'ai importé ce qu'a fait un utilisateur dans Power Pivot. Mais l'utilisateur aurait pu lui-même créer sa propre hiérarchie ici, comme je l'ai fait. Géographie, voilà. Si il est formé, il peut le faire lui-même. Là, je n'ai pas besoin de le refaire. On va retrouver les perspectives ici. Possibilité de créer des perspectives. Donc, ces périmètres fonctionnels qu'on va retrouver ensuite dans le classeur Excel. Et de créer, donc la nouveauté aussi, directement des mesures dans l'élaboration du data mart ou du cube. Donc ici, je peux insérer des nouvelles mesures. Je vais mettre sur la... Est-ce que ça va marcher ici? C'est pareil. C'est un problème de sécurité. On va retrouver la même erreur. Et, ouais, dernière nouveauté, la création de KPI. Je vais mettre sur une valeur absolue.
Donc la KPI est écrite ici. Une fois que j'ai fini, quand je vais enregistrer mon Power Pivot, je vais enregistrer ma base de données dans un fichier. Donc, ce qui a une mémoire va basculer côté disque. Et je vais pouvoir également créer un tableau croisé sur ce modèle. Donc, on retrouve ça. Alors, vous voyez les KPI, en fait, ce qui est assez sympa. C'est qu'on les retrouve directement lors de l'analyse. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de les reconcevoir dans Excel, puisqu'on peut le faire aussi dans Excel. Elles sont intégrées côté Power Pivot ou côté Visual Studio selon l'utilisateur qui le met en place. Deuxième démonstration, toujours liée à l'utilisateur, la notion de data alert. Alors la notion de data alert, c'est une nouveauté de SQL Server 2012 qui nécessite l'utilisation de SharePoint également. À partir du moment où je publie un rapport Reporting Services dans SharePoint, j'ai la possibilité de créer une alerte sur les données. Alors attention, vous connaissiez peut-être la notion d'abonnement avant, d'alerte. Je pouvais m'abonner à un rapport et recevoir d'une manière statique ou un pointeur, éventuellement, je pouvais recevoir ce rapport. Mais ce n'était pas du tout lié aux données. Donc là, on va pouvoir créer une règle sur les données. Donc ici, la règle que je vais montrer, c'est dès que le taux de criminalité passe dans le rouge, je voudrais recevoir automatiquement un mail qui m'alerte et qui m'envoie le jeu de données concerné par la KPI en rouge. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, je vais me connecter ici à SharePoint. J'ai une bibliothèque de documents dans lequel j'ai un rapport. Avec l'indicateur lié au taux de criminalité. Alors on va se baser ici sur cette ville-là, la deuxième, qui est dans le vert à l'heure actuelle. L'objectif, c'est de dire que si elle passe dans le rouge, j'ai un mail qui m'alerte automatiquement, cette ville ou une autre. Donc pour ceci, l'utilisateur va pouvoir lui-même créer une data alerte donc sur les données. Donc là, il cherche à récupérer le jeu de données pour l'afficher. Donc au passage, vous voyez que c'est une interface Silverlight. Donc là, il me récupère l'objet de Reporting Services, les données associées à cet objet. Et là, la règle, ça va être, dès que l'indicateur est au rouge, je reçois une alerte. Donc je crée une règle, le champ indicateur passe au rouge. Après, la récurrence de l'alerte, je peux le régler d'une manière journalière, hebdomadaire, à l'heure, à la minute. Et je crée ici le recipient, donc le destinataire qui va recevoir le mail. Donc là, il y a un serveur de messagerie. Donc l'alerte est déjà créée, je ne vais pas la recréer. Elle est créée ici. Donc on peut la rééditer à nouveau. Ce que je vais faire, je vais aller changer dans la base transactionnelle sous-jacente la donnée. Donc là, je vais baisser
le chiffre lié à la population, ce qui fait que le taux de criminalité va monter. C'est mécanique. Et alors on peut forcer, pour ne pas attendre trop longtemps, le déclenchement de l'alerte. Ça peut prendre une minute. On va juste aller, en attendant, rafraîchir le rapport. Voir si c'est bien passé au rouge ici. Après le changement de données. Donc là, c'est bien passé au rouge. Et là, je viens de recevoir un mail d'alerte me disant, voilà, toutes les villes au rouge, et donc la nouvelle ville est ici. Donc la valeur que j'ai changée est là. Alors on peut après directement, donc l'utilisateur reçoit le jeu de données et peut après se connecter sur le rapport directement. Voilà. Dernière démonstration sur la partie BI Self-Service, l'utilisation du modèle BISM avec PowerView. Alors, j'avais prévu de vous faire cette démonstration sous la nouvelle version SQL Server 2012 et malheureusement, je me suis fait voler mon portable hier soir, donc ça, c'est pas marrant. Donc du coup, je me retrouve sur une CTP3 avec moins de démos, d'où les erreurs que vous avez vues aussi. Donc cette démonstration, je vais vous la faire sur la CTP3, donc la version juste avant la RC0 de SQL Server 2012, mais il y a d'autres sessions, bien sûr, je crois que c'est cet après-midi, où vous allez pouvoir avoir une session complète sur PowerView. Donc vous pourrez voir la revoir sous SQL Server 2012, RC0, et non pas sous Denali Crescent. Première chose donc à mettre en place quand on crée un rapport avec PowerView, et je vous le disais tout à l'heure, mise à disposition pour l'utilisateur d'un jeu de données, d'un modèle de données métier, d'une couche sémantique, en utilisant le nouveau modèle Microsoft BISM. Donc ça, c'est la première chose à mettre en place pour que l'utilisateur, justement, puisse lui-même créer son rapport. Alors, pour ce faire, en fait, quand vous êtes dans SharePoint, la première chose à faire, c'est créer, et ça, c'est pas l'utilisateur qui va le faire, un fichier BISM qui est en fait la connexion vers le modèle BISM. Donc là, j'en ai un déjà de tout fait. Et en fait, ce qu'on va vous demander de renseigner, outre le nom du fichier, c'est le nom du serveur sur lequel vous allez récupérer les données et la base de données qui va être utilisée. À partir du moment où vous pointez vers ce modèle de données, l'utilisateur va s'appuyer sur ce fichier BISM pour créer un nouveau rapport PowerView. Donc c'est ce que je vais faire ici. Alors, première chose, on retrouve le modèle qui a été mis en place. Alors, on ne sait pas, ça peut être dans Power Pivot, ça peut être dans Visual Studio, ça peut être retouché par un développeur. Donc, à partir de ce moment-là, on va pouvoir sélectionner un ensemble de champs provenant de ce modèle. Donc, ici, ce qui va m'intéresser, c'est les champs, les informations sur la géographie,
avec la population, les informations sur l'état, et vous voyez que d'une manière dynamique, le système est capable de représenter le modèle de données et de représenter les données associées à ce modèle, alors que je suis en mode design. Pas besoin de repasser en mode preview, on le fera après, pour afficher les données. Donc là, j'ai une table avec 3 champs. Deuxième chose que je vais faire, je vais vouloir représenter cette table sous forme de formulaire, sous forme, on appelle ça de carte. Donc le système me le fait tout de suite. Et de pouvoir dynamiquement faire un zoom sur les données. Donc là, voilà, je peux zoomer ici. Alors vous verrez dans la version en RC0, il y a également la possibilité de faire un filtre directement qui n'est pas existant ici. Ensuite, dans ce modèle, on peut insérer des images. Donc il y a un champ image ici qui a été inséré. Ce champ image, je peux l'associer à ce qu'on appelle tiles en anglais, qu'on pourrait traduire par une réglette dans lequel on va pouvoir filtrer. Donc vous reconnaissez l'interface Silverlight également. On va pouvoir filtrer facilement les données. Voilà. Donc là, j'ai un jeu de données, une réglette pour filtrer les données. Ce que je vais intégrer à l'intérieur maintenant, c'est un graphique. Donc pareil, par défaut, il me représente le jeu de données sous forme tabulaire. Donc dans le graphique, je vais associer 2 axes, enfin mon axe de criminalité ainsi que les informations sur les statistiques de criminalité. Pour dire le transformer sous forme graphique, donc tout à l'heure je l'ai transformé sous forme de formulaire, là je vais le transformer sous forme graphique. Là, j'utilise le bouton qui est là. Voilà. Dernière chose que je vais vous montrer, je vais intégrer en dessous de cet élément des informations qui vont permettre de connaître d'une manière plus dynamique et surtout en mouvement l'évolution de la criminalité par rapport à la population. Donc je vais utiliser un autre élément. Je vais mettre à l'extérieur. Je vais récupérer mes indicateurs. Voilà. Je vais mettre ici. Et je transforme cette fois-ci ma table en skater, donc en graphique à bulles. Et l'avantage de ce type d'éléments de graphique, c'est d'avoir un axe de lecture ici. Donc à partir du moment où je vais voir défiler année par année l'évolution de ma population, je vais lui dire quel est l'axe temps sur lequel je vais défiler. Donc, date. Année. De lui dire qu'est-ce que j'ai en abscisse, qu'est-ce que j'ai en ordonnée. Donc en ordonnée, je vais mettre la criminalité. Et de pouvoir aussi lui donner l'aire, la taille, le rayon du cercle qui va s'afficher pour le voir évoluer dans le temps. On va regarder ce que ça donne en aperçu avant impression. Voilà.
Alors ça peut être vraiment très pratique, beaucoup pour les statisticiens, pour les analystes, les business analysts, de voir l'évolution en mouvement suivant le mouvement sur l'axe temps ici, par année. Voilà, donc ce rapport, je vais le mettre en aperçu avant impression, full screen. Voilà, derrière, on va pouvoir le rejouer en plein écran. Donc si je l'enregistre, il va être dans une bibliothèque SharePoint. Et l'utilisateur qui l'a mis en place va pouvoir le faire partager son rapport avec les autres utilisateurs. Voilà, on le retrouve ici. Alors, ce que vous verrez également sur la session PowerView, c'est toute la partie donc, filtre, toute la partie création de vues, de scénarios, où vous allez pouvoir, là j'ai qu'une seule page, je vais pouvoir avoir un scénario avec plusieurs vues différentes, pouvoir filtrer également différemment ce même rapport, et de pouvoir l'intégrer aussi facilement dans PowerPoint. Dernier axe d'évolution dans SQL Server 2012 côté BI, MDS, V2, l'ADIN Excel d'MDS ainsi que DQS. Là-dessus, il n'y aura pas de démonstration. Donc, vous avez une session demain après-midi sur ces deux sujets également. Vous verrez tout ça en détail. Donc l'objectif du Master Data Management, c'est quoi? C'est de pouvoir centraliser pour l'entreprise toutes les données dites maîtres, le référentiel de l'entreprise, des données qui peuvent être liées aux clients, aux produits, à des choses un peu plus abstraites comme les plans de compte, éventuellement, et de pouvoir les référencier à un endroit unique. La grosse nouveauté, puisque cette version existait déjà, donc MDS dans SQL Server 2008 R2, le gros apport aujourd'hui dans MDS, c'est toute l'ADIN qu'on va avoir dans Excel, où l'utilisateur va pouvoir lui-même mettre à jour facilement depuis Excel le référentiel de données, de pouvoir valider tout un tas de règles qui ont été mises en place et de pouvoir mettre à jour le référentiel pour qu'il soit cohérent. Donc, on a d'un côté, ce qu'on avait déjà auparavant, une interface web utilisateur. Donc, ce super utilisateur d'entreprise s'appelle le Data Stewardship. On pourrait le traduire en superviseur en français. C'est lui qui va être en charge du référentiel pour la mise à jour des données. D'accord. Alors, à ne pas confondre avec les autres utilisateurs qui vont récupérer les données du modèle qu'on appelle les abonnés. À l'intérieur, donc, comme je vous disais, l'ADIN Excel qui va permettre de mettre à jour les données, de les valider, et une interface web qui elle, va permettre à la fois de construire le modèle associé au référentiel, de construire les objets qui sont dans le référentiel, notamment ce qu'on appelle les entités, des hiérarchies. Donc ça, on en reparlera demain. Mais aussi de créer ce qu'on appelle les business rules, parce que les business rules ne sont pas créés dans Excel, mais dans l'interface d'administration.
Deuxième nouveauté, donc ça c'est un module qui n'existait pas dans les précédentes versions d'SQL Server, donc DQS, Data Quality Services, qui permet à plusieurs endroits de mettre en place un système de qualité de données. Donc, tout d'abord au travers d'un outil client qui s'appelle le DQS client, qui permet à l'utilisateur d'entraîner ce qu'on appelle une knowledge base en intégrant des règles. Par exemple, une règle qui dirait pour le champ pays, je voudrais un code sur 2 lettres et non pas 3. Pour faire en sorte qu'à chaque fois qu'il y ait des données en entrée qui rentrent sur toutes les tables qui ont un champ pays, un code pays, le système puisse valider en disant il n'y a que 2 lettres autorisées. Donc la knowledge base est là pour ça dans DQS, pour justement entraîner le modèle et pouvoir faire en sorte qu'il y ait des validations récurrentes sur ce modèle. On a également un composant SSIS qui permet d'implémenter des règles de qualité, d'accord, entre une source et une destination, et de pouvoir justement, en fonction de ce qui a été stocké dans la knowledge base, éventuellement par l'outil DQS client, de pouvoir savoir à chaque fois qu'il y a des données en entrée, quelles sont les données correctes, quelles ont été les données corrigées automatiquement, quelles sont les données suggérées, c'est-à-dire que le système peut aussi ne pas corriger automatiquement, il peut suggérer à l'utilisateur d'aller lui-même les corriger, donc une intervention manuelle, et quels sont les enregistrements dits invalides qui ne correspondent pas aux règles. Code sur 3 lettres pour un pays, par exemple. En plus d'avoir un outil custom, je dirais, pour l'entreprise, vous avez la possibilité d'utiliser des web services payants sur lesquels, en fait, vous pouvez vous connecter, ce qu'on appelle le Reference Data Services. Par exemple, si vous ne voulez pas gérer un référentiel d'adresses, vous savez que les adresses sont communes et qu'il y en a d'autres qui les gèrent à votre place, vous pouvez vous connecter au référentiel d'adresses communes et aller valider vos adresses dans vos tables géographie, au travers de ce web service. Pour donc toujours améliorer la qualité de données. Voilà, donc en synthèse, DQS, sa spécialité, c'est de faire du nettoyage de données, donc enrichir le modèle de données pour qu'il soit le plus cohérent possible et d'une meilleure qualité. Faire du matching, dédoublonner les données quand il y a des doublons, relier les données entre elles. Et puis analyser tout ça. Donc il y a un outil de profiling et de monitoring qui permet de suivre l'état de l'activité liée à la qualité de données. Donc ça, vous aurez une démonstration là-dessus, toujours demain après-midi. En synthèse, donc, ce qu'on a vu dans toutes les nouveautés BI dans SQL Server 2012, toute la partie IT évolution, donc les évolutions qu'on a vues dans SSIS, donc nous, on a surtout fait une démonstration sur la partie administration, toute la possibilité de création de modèles BISM, les nouveaux outils de développement et notamment les nouveaux templates qu'on a à l'intérieur, on ne dit plus BIDS maintenant, on dit SQL Server Data Tools, pardon. Donc les projets de type tabular, bien sûr. Les nouveautés liées à la BI Self-Service avec toute la partie intégration dans SharePoint, les data alertes, l'utilisation du modèle BISM pour l'utilisateur, pour qu'il puisse créer son rapport Power View. Alors bien sûr, Reporting Services ne change pas, c'est toujours comme avant. Et puis le Power Pivot V2 avec les petites nouveautés que je vous ai montrées. Et enfin, dernier axe d'évolution, le Data Quality avec MDS V2, la DIN, donc Excel d'MDS et DQS. Côté synthèse des démos, donc vous avez pu voir comment on pouvait monitorer, configurer des environnements de prod, de développement et de l'administration SSIS. Toute la partie import d'une solution Power Pivot pour faire du reverse engineering dans Visual Studio.
L'analyse dans Excel. On a vu également on a vu rapidement les nouveautés Power Pivot, la notion de data alert dans SSRS et dans SharePoint, et l'utilisation donc de Power View, qui est le tout dernier outil de reporting self-service pour les utilisateurs. Voilà, donc on a fini cette session. On va passer aux séances de questions. Là, vous avez un quart d'heure pour poser des questions, donc vous avez le temps. C'est toujours la première qui est la plus dure. Oui, il y a un... Oh, je crois qu'il était en... Voilà. Alors, bonne question. Bonne question. Aujourd'hui, BISM intègre l'UDM. Donc, a priori, PowerView permettra d'attaquer des UDM. Je ne me trompe pas. C'est que du tabular. Donc voilà. C'est dommage. Que du tabular. Mais l'UDM est quand même dans BISM. Oui. J'ai pas compris le... Oui. Il faut passer par SharePoint pour créer un rapport PowerView. Est-ce que ça sera un SharePoint entreprise? Probablement qu'il y a des spécialistes SharePoint là, qui vont pouvoir me dire si un standard suffit ou pas. Je crois qu'on n'a pas encore la définition au niveau, en termes de licensing de l'édition de SharePoint qui sera nécessaire. À moins que tu aies l'info, Damien, peut-être. A priori, Enterprise. Donc Enterprise, a priori. Pas d'autres questions? Oui, oui, pareil. Dans la version standard de quel outil? En fait, il fait partie de l'installation SQL Server, c'est-à-dire qu'on installe son SharePoint et ensuite on installe PowerView, qui sont des services qui sont avec Reporting Services en fait. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu comme un add-in de SharePoint et dans l'installation de SQL Server 2012, vous avez Reporting Services qu'il faut installer en add-in. Il y aura rajouter l'option Reporting Services. En fait, dans le premier écran de l'installation, il y a vraiment 3 choix. C'est installer SQL Server, s'ajouter à un cluster ou ajouter Power Pivot ou PowerView. Oui. Qu'est-ce qu'on conseille? Alors, oui. Alors déjà, si vous avez des projets existants sous SSAS, les deux c'est du SSAS sauf que ce n'est pas les mêmes moteurs. L'un, comme vous le voyez, est plus dédié BI Self-Service que l'autre, à partir du moment où vous faites de la BI traditionnelle, comme vous le faites aujourd'hui,
Vous n'avez pas de raison à ne plus faire de SSAS avec du MDX, avec ce que vous faites aujourd'hui. Mais les deux peuvent coexister, sauf qu'ils ne sont pas dédiés à la même chose. L'un, c'est vraiment, je veux faire du Power View, alors il faut être sur un mode tabulaire. Je suis dans le Power Pivot, c'est du mode tabulaire. Je veux importer du Power Pivot, c'est du tabulaire. D'accord. Maintenant, s'il n'y a pas de problématique de BI self-service en entreprise, le mode tabulaire, a priori, n'a pas forcément, peut être utilisé, mais ce n'est pas une obligation. Pour compléter, en fait, les deux modes d'analyse services sont pour l'instant side by side, donc ça sera deux projets différents, deux instances différentes, deux moteurs différents. Mais pour justement creuser un petit peu ça, la session juste après, c'est justement décider entre tabulaire et multidimensionnel, où justement l'idée c'est de faire un petit peu rentrer dans le détail des différences entre les deux modèles et vous aider à faire votre choix et à comprendre s'il faut migrer, s'il faut garder ses projets, s'il faut faire les deux, voilà. Et quoi qu'il arrive, vous cohabiterez sur deux instances différentes d'SQL Server et ça se fait à l'installation. Il y aura deux instances différentes, bien cloisonnées. Pas d'autres questions? Un petit mot de la fin. Écoutez, je vous remercie pour cette première matinée. C'était la première session d'ouverture sur la BI. Et bien, je vous souhaite de bonnes sessions pour ce qui reste à venir. Voilà. Donc toutes les sessions qui suivent sont finalement un focus particulier sur chaque élément qu'a présenté Sébastien, que ça soit justement la différence entre tabulaire et multidimensionnel, que ça soit Integration Services, DQS, MDS, donc toutes ces spécificités, vous pouvez voir le détail dans les différentes sessions. Vous avez le programme, faites votre choix, faites vos jeux et bonne conférence.